à toutes et à tous. Merci pour votre participation. Vous êtes nombreux, vous serez encore plus nombreux si on atteint le chiffre de ceux qui se sont inscrits, à savoir une centaine de personnes. Et merci à Christelle Leblanc, Monica Sol et Agnès Batiani d'intervenir dans le cadre de cet atelier. Je suis Carole Frisé, je suis bénévole à l'Entraide scolaire amicale, une association qui propose un accompagnement bénévole individualisé à des enfants qui sont en difficulté scolaire. J'accompagne un enfant en banlieue parisienne et au niveau national, je suis en charge de la parentalité. C'est un thème important pour notre association car le bénévole intervient au domicile de l'enfant et est donc en relation avec la famille. Ce qui nous amène au sujet du jour, comment soutenir les familles dans leur rôle de parents. À l'occasion de ces assises du mentorat, nous pouvons partager le constat suivant. La France est le pays de l'OCDE où la réussite scolaire dépend le plus du milieu socio-économique d'où est issu l'élève. Le rôle que tiennent les familles est donc déterminant. C'est pourquoi nous avons souhaité, dans le cadre de cette table ronde, d'abord identifier les difficultés auxquelles sont confrontés les parents dans l'accompagnement à la scolarité de leurs enfants, puis examiner quelles sont les actions à mettre en œuvre pour soutenir les familles et les rendre actrices de la réussite de leurs enfants. Alors, pendant ces 45 minutes passées ensemble, Christelle Leblanc, qui est chargée de mission nationale à l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, l'ANLCI, puis Monique Cassol, conseillère en politique familiale et sociale à la Caisse nationale des allocations familiales, la CNAF, et enfin Agnès Batiani, directrice générale de la Fédération générale des pupilles de l'enseignement public, les PEP, s'exprimeront à ce sujet en nous faisant part de leur analyse et des actions qu'elles mènent sur le terrain. Mesdames, à nouveau, un grand merci pour votre présence et puis merci de partager avec nous vos expériences très précieuses. Alors, à l'issue de ces 3 interventions, 30 minutes seront dédiées à vos questions. Un chat animé par Nawel Canary de la FEV est à votre disposition pour accueillir vos réactions, vos idées, vos propositions qui nous permettront aussi d'enrichir notre appel pour un droit au mentorat. Alors, d'un point de vue pratique, nous vous demandons de couper le micro si vous ne prenez pas la parole et de désactiver vos caméras si vous ne souhaitez pas être enregistré. Christelle Leblanc, je rappelle que vous êtes chargée de mission nationale à l'Agence de lutte contre l'illettrisme. Vous ouvrez cette table ronde. Pouvez-vous nous présenter d'abord votre état des lieux, des difficultés auxquelles doivent faire face les familles quand il s'agit d'aider leurs enfants dans leur parcours scolaire? C'est à vous. Merci Carole. Bonjour à toutes et tous. Alors oui, en effet, pour répondre à l'objectif de cette table ronde, qui est de comprendre les besoins des familles pour les soutenir dans l'accompagnement à la scolarité de leurs enfants, il est avant tout nécessaire de s'interroger sur la capacité des familles à avoir accès à une information transmise, à la capacité à la comprendre et surtout au fait de pouvoir y répondre. Alors, pourquoi nous disons ça? Parce que nous savons que pour de multiples raisons, certaines familles ne sont pas à l'aise avec l'institution scolaire et la maîtrise de la langue française, très largement, en est une majeure. Je me permettrai juste de rappeler, de par ma fonction et mon employeur, qu'il est important de savoir que quel que soit le profil linguistique des parents, qu'ils soient allophones parce que nouvellement arrivés en France ou en situation d'illettrisme, c'est-à-dire en ayant été scolarisés en France mais en ne maîtrisant pas les compétences de base que sont la lecture, l'écriture et le calcul, tout simplement leur relation est compliquée avec l'institution scolaire et ils ont des difficultés au quotidien pour communiquer avec elle. Alors, évidemment, c'est encore plus compliqué pour les personnes en situation d'illettrisme, car même s'ils ont connu un parcours chaotique dans leur scolarité, pour autant, on sait qu'ils veulent la réussite de leurs enfants. Néanmoins, ils sont empêchés, ils sont dans l'incapacité de les accompagner dans leur scolarité, du fait de leurs difficultés évidemment, mais en plus, au regard de tous les acteurs, ils vont tout faire pour cacher leurs difficultés,
de peur d'être stigmatisés. Pardon. Donc ce sont des parents, on a l'habitude de dire qu'ils vont tout faire pour se rendre invisibles. Alors, le problème de cette invisibilité, c'est qu'elle va contribuer à une absence de relations partenariales, notamment avec l'école, et elle entraînera souvent des moments d'incompréhension, des malentendus, des a priori, tout au long de la scolarité et même dans tous les temps qui jalonnent le parcours scolaire, c'est-à-dire tout ce qui implique des moments d'échange entre les acteurs et les familles. Alors, des a priori, quand je dis des deux côtés, c'est du côté des parents qui vont souvent penser qu'ils ne sont pas légitimes, qu'ils n'ont pas leur place pour échanger avec l'école, mais des a priori aussi du côté de l'école qui peut avoir l'impression parfois d'être face à des parents démissionnaires alors que ce sont tout simplement des parents démunis. Alors, comprendre les besoins des familles, c'est donc s'interroger sur toutes les causes qui peuvent être un frein à une bonne communication avec l'école. Et évidemment, comme je viens de le dire, la non-maîtrise de la langue française, les situations d'illettrisme en sont à l'évidence des majeures. Alors, c'est pour cela que nous avons mis en place, et ceci est fait à l'agence, mais très largement par de nombreux partenaires, nous avons mis en place des sessions d'information, de sensibilisation à destination de toute la communauté pédagogique afin de lutter justement contre ces idées reçues, ces a priori dont je viens de vous parler, et surtout de lutter contre les représentations que peuvent avoir les personnes les unes envers les autres. Nous savons qu'en informant les professionnels, en informant les bénévoles sur les difficultés que rencontrent les personnes au quotidien, nous allons pouvoir réinterroger nos pratiques, nous allons pouvoir adapter nos postures et favoriser cette dimension du « aller vers » comme nous disons aujourd'hui très souvent. Alors, pourquoi s'interroger sur nos pratiques et nos postures? C'est parce qu'on peut souvent penser que lorsqu'il y a un manque de communication, cela peut être dû à une problématique d'équipement ou tout simplement de maîtrise de l'outil numérique, mais pas seulement. La précarité, les difficultés sociales sont sans aucun doute des causes essentielles dans le non-accès à l'information, mais adapter sa communication au quotidien est primordial. Et c'est pour ça que nos sessions de sensibilisation et d'information avec tous les professionnels ont vraiment vocation à accompagner, à privilégier le conseil plutôt que des injonctions. C'est pour ça d'ailleurs que nous incitons vraiment les acteurs, notamment dans la communication auprès des familles, à démultiplier tous les canaux de communication pour s'assurer que l'information arrive bien à destination. Alors, je vais vous reparler un peu d'un petit exemple, encore une fois, lié à des situations d'illettrisme, mais quand je vous parle d'injonction, quand je vous donne l'exemple d'une rentrée scolaire en CP, où la maîtresse explique aux parents qui sont venus écouter le programme de l'année qu'il est bien de lui lire un livre tous les soirs pour l'accompagner dans sa démarche d'apprentissage. Alors, quand on dit ça, dans une classe, comment ce message peut-il être reçu par des personnes en incapacité de le faire? Des personnes aujourd'hui sont incapables de lire tous les soirs un livre à leur enfant. Alors, ces personnes, elles vont penser une fois de plus qu'elles sont incompétentes, on leur rappelle leur incompétence, et de ce fait, elles se retrouvent confrontées, on va dire, à une double peine parce qu'elles ont le sentiment que de ne pas pouvoir lire un livre à son enfant, c'est condamner leur enfant à l'échec et du coup peut-être être à l'origine d'une reproduction d'un échec scolaire. Alors pourtant, quand on dit ça, bien évidemment, il n'y a aucune volonté de mal faire. C'est seulement peut-être la façon de le dire qui peut être mal comprise par les personnes concernées. C'est donc tout l'intérêt de ces sessions de sensibilisation que nous organisons régulièrement afin de faire autrement, on va dire, avec les familles les plus éloignées de l'écrit. Et alors donc, je vous parlais d'injonction. Si je peux me permettre, sans aucune injonction, je vais vous citer Catherine Dumoulin, qui est enseignante-chercheur au Québec en sciences de l'éducation et qui parle du rôle de l'enseignant en disant « C'est lui qui a la tâche principale de créer, d'amorcer la communication avec le parent. Il doit trouver la pédagogie pour entretenir une relation saine, non conflictuelle avec le parent, afin d'initier une dynamique
pour faire de celui-ci un partenaire dans la réussite de son enfant. Alors cette remarque, évidemment, elle ne signifie pas qu'on est dans une démarche unilatérale de la part de l'école, mais au contraire, elle représente une véritable amorce dans la construction d'une relation partenariale réussie avec les parents. Alors, pour continuer, on parle de l'éducation nationale qui doit évidemment favoriser l'apprentissage de la maîtrise de la langue, contribuer à la prévention du décrochage scolaire tout au long du parcours des enfants et des jeunes. Mais il est important de rappeler que nous devons mobiliser tous les acteurs qui interviennent auprès des familles. Et quand je dis tous les acteurs, ce sont tous les acteurs qui sont à côté de l'école, après l'école, toute la communauté du monde périscolaire, extrascolaire, qui, à un moment ou à un autre, vont intervenir auprès des familles. Et pourquoi? Parce que ce sont de formidables relais. Souvent, la relation est beaucoup plus aisée dans l'approche des parents qui, eux, sont en difficulté. Ils n'osent pas aller vers l'école. Et souvent, on sait qu'un lien existe entre ces acteurs-là et l'école. Et ça peut parfois faciliter, en effet, la relation avec l'école par la suite. Et c'est dans ce cadre qu'existe une démarche que nous expérimentons, nous ne l'expérimentons pas, nous l'essaimons maintenant depuis un peu plus d'une dizaine d'années. Et ces actions visent à remobiliser des parents en difficulté pour un impact positif sur la scolarité de leurs enfants. Donc il faut avoir en tête que ne pas savoir lire, écrire ou compter influe sur le rôle parental. Certains parents s'interdisent de passer du temps avec leur enfant autour d'un livre, comme je le disais tout à l'heure, les emmener à la bibliothèque, ne serait-ce que pour eux, qu'ils puissent ramener un livre, les emmener à une sortie culturelle, car cela, tout simplement, les met face à leur incapacité de répondre à d'éventuelles questions d'accompagnement ou tout simplement de découverte que pourraient leur poser leurs enfants. Donc la démarche des actions éducatives familiales que nous portons utilise bien le levier du soutien à la parentalité comme un outil opérant au service de la maîtrise de la langue. C'est parce que nous considérons que des parents apprendront, des parents sauront qu'ils pourront se réinvestir dans leur fonction parentale, et cela au service de l'épanouissement scolaire de leurs enfants, mais bien au-delà, évidemment. Alors, je terminerai en faisant le lien avec l'intervention suivante proposée par Monique Cassol. Et je rappellerai que la démarche dont je viens de vous parler à destination des familles n'est pas un dispositif supplémentaire où il faudrait aller chercher des financements, mais c'est une démarche qui repose bien sur des actions financées en grande partie par les CAF dans le cadre du soutien à la parentalité ou de l'accompagnement à la scolarité. Et cette démarche, surtout, elle s'appuie sur l'existant. Dans tout ce qui est porté aujourd'hui, nous devons nous assurer que ces actions bénéficient à tous les parents, et quand je dis tous les parents, je mets bien tout en majuscule, et notamment ceux qui en ont le plus besoin. Alors, je dirais que tout ce que je viens de vous dire avec cette non-maîtrise de la langue, cet axe bien focalisé sur la maîtrise de la lecture, de l'écriture et du calcul, concerne 2,5 millions de personnes en situation d'illettrisme, mais il faut savoir que ces personnes en situation d'illettrisme ont un quotidien qui présente de fortes similitudes avec l'ensemble d'autres parents qui sont en difficulté avec les compétences de base, ou alors ne serait-ce juste parce qu'ils ne maîtrisent pas le français qui n'est pas leur langue première. Voilà, et je reviendrai donc plus tard pour vous illustrer très concrètement ce que peuvent être ces actions éducatives familiales pour remobiliser des familles, mais je conclurai en vous disant que toutes ces actions qui sont proposées, et nous savons qu'elles fonctionnent auprès d'un public identifié en situation d'illettrisme, nous savons qu'elles peuvent être proposées à l'ensemble de tous les parents. Merci Christelle, merci pour ce tableau très éclairant. Voilà, il me semble que nous comprenons bien, grâce à votre intervention, que l'enjeu que constitue la prise de conscience par les différents acteurs en contact avec les familles
de soutien qu'ils doivent leur apporter, pour les informer, favoriser leur mobilisation, leur donner confiance pour qu'ils aient toute leur place tout au long de la scolarité de leurs enfants. Alors, pour y parvenir, les politiques sociales en faveur des familles menées par la CNAF occupent une place centrale. Monique Cassel, quels sont les besoins et les attentes des familles dans l'exercice de la parentalité? Et puis, dans un deuxième temps, pourrez-vous nous présenter les actions et les moyens mis en œuvre dans le cadre de ces politiques pour soutenir les parents? Oui, bonjour à tous. Voilà, moi je vous propose effectivement de faire ma présentation autour un peu de 3 points. C'est de vous relater un petit peu une étude qui a été conduite par le département de la recherche au niveau de la CNAF, qui peut-être passer sur la slide suivante, qui relate les attentes aujourd'hui des parents par rapport à leurs besoins en tant que parents. Et puis, un deuxième temps d'intervention où effectivement, je vous présenterai comment cet accompagnement des parents est inscrit dans la convention d'objectifs et de gestion que nous avons signée avec l'État. Voilà. Et puis, un troisième temps d'intervention pour vous présenter aussi tous les dispositifs qui viennent, qui sont adossés à cette politique de soutien à la parentalité. Voilà. Alors, effectivement, aujourd'hui, 2 parents sur 5 estiment que l'exercice de leur rôle de parent est difficile. Et dans ce cadre, la politique de soutien à la parentalité, notamment, vise à répondre à ces différentes préoccupations qui sont relatives d'une part à l'arrivée de l'enfant, puis l'éducation et puis la santé de l'enfant. Cette enquête qui a été conduite par le département de la recherche montre aussi que les parents, dans le 3/4 des cas, il y a 5000 parents qui ont été interrogés, déclarent souhaiter pouvoir passer plus de temps et cette déclaration montre bien qu'on n'est absolument pas face à des parents démissionnaires et qu'on est bien là avec des parents qui souhaitent complètement jouer leur rôle et que actuellement ils ont besoin d'appui pour pouvoir par rapport à leur vie professionnelle, par rapport à tous les autres contextes parfois un peu compliqués de la vie des familles, pouvoir être présents aux côtés de leur enfant. Dans cette enquête, on a également posé la question qui sont les premiers soutiens. Et on a été effectivement un peu surpris par la réponse. On voit bien que le premier soutien et les premières personnes sollicitées par les parents sont dans un premier temps leurs propres parents et leur entourage proche. Et ce qu'on voit également, et là on peut peut-être parfois se poser des questions, les professionnels de l'enfance, de la jeunesse et du social sont pas forcément les professionnels vers qui on va le plus facilement pour aller avoir des réponses et chercher des réponses. Et puis, un autre point qui me semblait important aussi à souligner, on leur a demandé où, pour eux, il était le plus pertinent de conduire ces actions. Alors, la première réponse, dans les écoles, les collèges et lycées, dans les locaux de la mairie, dans des centres de loisirs, centres sociaux et CAF. Les 3 premières réponses, quand on est allé explorer d'une manière un peu plus précise pourquoi ces réponses, on se situe bien dans des lieux de passage où les parents ont pratiquement au quotidien se déplacent pour emmener leur enfant à l'école, pour éventuellement faire des démarches pour inscrire leur enfant à la cantine. Donc, ils recherchent des réponses et des actions conduites dans des lieux qui leur sont familiers et où ils ont l'habitude de se déplacer. Voilà. Peut-être passer sur les slides suivantes.
par rapport également les difficultés des familles dans leur rôle de parents. Donc, on leur a posé plusieurs questions sur aujourd'hui quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans l'éducation de votre enfant. Et vous pouvez voir que la scolarité des enfants et la réussite, l'orientation des enfants est le premier item qui ressort et c'est vraiment une préoccupation majeure des parents et sur laquelle ils ont effectivement besoin d'être appuyés, soutenus. Après, on arrive plutôt sur la santé de l'enfant, les nouvelles technologies et tout ce qui est, peut-être que si on arrivait après ce qu'on vient de vivre là au niveau de ces 2 années de pandémie, peut-être que la préoccupation autour de tout ce qui est Internet numérique deviendrait peut-être une préoccupation des parents parce qu'on voit quand même émerger aujourd'hui et on entend que sur cette période, il y a eu également le temps de connexion des enfants a largement augmenté et peut-être que cette préoccupation serait peut-être remontée au niveau des préoccupations des parents. Et puis, effectivement, les autres préoccupations, c'est la relation avec leurs enfants qui est importante, les violences, également le comportement des enfants par rapport à tout ce qui est citoyenneté, respect, politesse. Et puis, après arrivent les conduites à risque. Voilà un petit peu. Donc, on est bien à montrer que les parents sont particulièrement préoccupés de l'avenir de leur enfant et notamment de cette scolarité où, effectivement, un enfant rentre à l'école à 3 ans et il est quand même… cette préoccupation est quotidienne pour les parents. La slide suivante montre encore que les attentes ciblées par rapport aux parents, ils sont très pragmatiques. Hein. Ils cherchent effectivement à trouver rapidement des solutions à leurs difficultés rencontrées, de partager des expériences avec d'autres parents, obtenir là aussi des informations générales, hein, c'est comment je peux trouver rapidement une réponse à mon besoin, acquérir des savoirs et puis on est après sur reprendre confiance dans son savoir de parent. Tout parent a un savoir, comment il reprend confiance, on lit tellement de choses et si je ne fais pas comme ça, est-ce que je fais bien? Donc, reprendre confiance en soi et puis, en dernier lieu, rompre l'isolement. On voit quand même que, en tout cas sur les 5000 par an, ce n'est pas leur première préoccupation. Ils ne semblent pas si isolés ou se sentir si isolés que ça. Voilà un petit peu rapidement brosser le retour de cette recherche qui est beaucoup plus complète que ça, mais il me semblait important de pouvoir vous présenter un petit peu les préoccupations de ces parents et leurs attentes. Voilà, c'est pour le constat. Maintenant, on va peut-être examiner ensemble justement les solutions que vous proposez, toutes les actions que vous avez mises en œuvre. Voilà, tout à fait. Alors, je vous ai dit qu'effectivement, la branche famille exerce son action d'accompagnement des parents dans le cadre d'une convention d'objectifs et de gestion. Et cette montrer aussi dans la slide suivante qu'effectivement, le soutien à la parentalité s'inscrit dans une complémentarité d'intervention avec d'autres partenaires. On est bien dans une politique de soutien à la parentalité qui a une adhérence avec la politique d'éducation, qui a une adhérence avec la politique de l'emploi, avec tout ce qui concerne la conciliation vie familiale et professionnelle. Il y a également tout ce qui est la prévention et la promotion de la santé,
il y a la politique de la justice dans tout ce qui concerne les actions d'accompagnement dans le cadre de la séparation, de la coparentalité, et puis aussi de la politique de l'enfance et de la famille avec tous les dispositifs et accompagnement dans le cadre des accueils du jeune enfant et des accueils de loisirs sans hébergement. Donc on est dans une politique qui est transverse et qui a des adhérences effectivement avec d'autres politiques partenariales. Ce qui est important également à rappeler, que cette politique s'inscrit dans une politique d'investissement social. On peut passer à la slide suivante. Et quelques principes sont importants quand même à rappeler dans cette politique de soutien à la parentalité qui sont des bases pour nous pour accompagner un financement sur tous nos dispositifs. C'est effectivement de penser que le parent est le premier éducateur de son enfant, l'universalisme et l'ouverture à la diversité, donc que toutes les familles, quelle que soit leur configuration familiale et culturelle, sont concernées par cette politique de soutien à la parentalité. L'égalité dans l'exercice, effectivement dans la coparentalité. Je pense que dans le cadre de la dernière convention d'objectifs et de gestion, il y a eu un grand pas sur cette notion de coparentalité et du rôle du père et de la mère dans cette relation à l'enfant. La démarche participative aussi basée sur le volontariat, hein, on n'est pas sur une politique parentalité descendante où on est sur les programmes de formation, mais on est sur le volontariat et l'adhésion des familles. Le non-interventionnisme, et puis on n'est pas sur une visée thérapeutique. Et puis des intervenants qui sont formés à l'accueil et l'intervention auprès des familles. Simplement pour rappeler que ces principes-là sont également rappelés dans la charte du soutien à la parentalité, une charte du soutien à la parentalité qui est actuellement encore et qui devrait paraître très prochainement, qui est encore actuellement en concertation auprès des acteurs sur le territoire. Alors, notre convention d'objectifs et de gestion, 3 objectifs majeurs sont poursuivis dans cette convention d'objectifs et de gestion et elle suit un petit peu une trajectoire de la vie d'un enfant et de l'histoire d'un parent. C'est-à-dire, c'est accompagner les parents lors de l'arrivée de l'enfant, soutenir les parents dans l'éducation de leur enfant, notamment les adolescents, et puis en cas de rupture familiale. On essaye effectivement d'être présent sur ces moments charnières de la vie d'un enfant et de pouvoir décliner un peu cette politique de soutien à la parentalité par des parcours qui sont un petit peu adossés à ces 3 moments qu'on a identifiés, en tout cas pour nous, pouvant être parfois des moments un peu fragilisants dans la vie d'une famille. Donc, je vais peut-être reprendre chacune de ces grands pôles. Voilà, donc au moment de l'arrivée d'un enfant, quels sont aujourd'hui les axes proposés au niveau de la branche famille? C'est effectivement tout ce qui concerne l'information, effectivement aussi bien sur notre site caf.fr où les parents peuvent trouver toutes les informations nécessaires déjà par rapport à ce qui relève de leur droit aux prestations familiales, qui est quand même un important soutien financier aux familles par rapport à l'éducation de leur enfant. Le site monenfant.fr où on est aujourd'hui sur un site
effectivement qui aborde toute la question de la garde des enfants, mais qui est également un site qui accompagne les parents par rapport à de l'information et tout ce qui est séances collectives d'information qui peuvent être portées par les acteurs du territoire. Il y a tout un accompagnement financier par rapport à la prestation d'accueil d'une jeune enfant. Il y a la notion de conciliation vie familiale et vie professionnelle, donc on est bien présent avec un soutien financier et je reprendrai un petit peu quels sont ces axes de financement par la suite par rapport aux crèches, tous les dispositifs de répit parental qui est également une notion qui est émergente dans le cadre de cette convention d'objectifs et de gestion et qui va devenir dans la prochaine convention de gestion 2023 un axe central également en termes de proposition de réponse aux parents. Après, on est également dans cette arrivée de l'enfant, sur comment accompagner le parent dans tout ce qui est lien parent-enfant, avec les lieux d'accueil enfants-parents, les ludothèques, pour qu'on accompagne les parents dans ce lien avec leur enfant. Tout ce qui est échange entre pairs et avec les professionnels, ce sont beaucoup les actions qui peuvent être conduites dans le cadre des réseaux d'écoute d'appui aux parents, les REAP, et puis tout ce qui est accompagnement des familles fragilisées. Alors, le travail social qui est conduit au sein des CAF, sur tout ce qui est accompagnement sur nos dispositifs branche famille, et puis également l'aide à domicile qui est également un soutien important par rapport à l'arrivée de l'enfant. Quand on se trouve après sur le soutien des parents à l'éducation de leurs enfants, on est sur tous les accompagnements financiers avec les allocations familiales, l'allocation de rentrée scolaire et l'accompagnement à la scolarité. À la fin de ce slide, je m'arrêterai un petit peu sur l'accompagnement à la scolarité. Les conciliations vie familiale et vie professionnelle pour ces enfants avec les accueils de loisirs sans hébergement, tout l'accompagnement des familles par rapport au départ en colonie de vacances et également les vacances en famille, les liens parents-enfants avec le financement des ludothèques, la médiation familiale parents-ados, je vais déjà reparler des départs en vacances familiales, et puis les échanges entre pairs, là également, avec les enfants qui sont un peu plus grands. Je vais peut-être m'arrêter un petit peu sur l'accompagnement à la scolarité. Le dispositif, effectivement, du CLAS est un dispositif qui est aujourd'hui un dispositif soutenu par la branche famille au titre du soutien à la parentalité. Si aujourd'hui la branche famille est encore dans ce dispositif, c'est parce que l'axe parentalité est l'axe central sur ce dispositif. Et il vise effectivement à accompagner les enfants dans l'épanouissement de l'enfant pour lui permettre d'être dans une meilleure réussite scolaire. Et d'autre part, nous attachons une importance particulière à l'axe parentalité de ce dispositif, notamment, et un petit peu ce qui a pu être dit dans la première intervention, c'est comment permettre aux parents de mieux comprendre les codes de l'école et de pouvoir également faciliter et accompagner cette relation famille-école qui n'est pas toujours si simple parce que parfois des parents n'ont pas une histoire scolaire aussi facile que ça et que cette relation avec l'école n'est pas toujours très simple. Je voudrais juste dire qu'il y a une expérimentation qui a été conduite auprès de 11 CAF pour essayer de redimensionner ce dispositif. Et aujourd'hui, un nouveau référentiel de ce dispositif a été mis à disposition des CAF
et des porteurs de projets par rapport à l'accompagnement et au financement de ce dispositif pour bien repréciser les attendus de ce dispositif du CLAS, qui est pour nous effectivement un dispositif collectif d'enfants. Par contre, il n'y a aucun problème d'accompagnement individualisé des familles, mais une dimension collective doit rester un petit peu, doit quand même rester présente parce que pour nous, cette approche de la citoyenneté et du collectif est importante. Pour pouvoir, ou l'exigence aujourd'hui qu'on a par rapport, et je m'arrêterai là par rapport à l'accompagnement à la scolarité, 4 axes d'intervention sont essentiels sur ce dispositif. C'est d'une part un axe d'accompagnement des parents. Je vais peut-être donner un exemple d'un axe d'accompagnement des parents par rapport à ce qui peut exister sur un territoire. Et c'est quand un classe porte un dispositif ou un projet spécifique d'accompagnement des parents, ce dispositif peut être surfinancé par une bonification. Et je donne un exemple de projet qui nous a été soumis ou qui nous a été remonté, qui existe dans le département de l'Ain, où notamment le dispositif du CLAS propose aux parents de pouvoir 3 fois dans l'année, ils accompagnent les parents dans le cadre d'un groupe de parole spécifique à partir de thématiques que les parents ont fait remonter sur un besoin spécifique ou une difficulté particulière qu'ils rencontrent. Et dans le cadre de ces temps particuliers de groupe de parole, ils associent souvent un expert ou un intervenant extérieur pour venir travailler avec les parents par rapport à ça. Et dans ce même projet, ils permettent aux parents une fois par semaine, sur un temps très court d'une demi-heure, il donne un temps de parole aux parents pour pouvoir être dans un bon recueil des besoins des parents et de pouvoir travailler cet accompagnement des parents au plus près des besoins des familles. Voilà, c'est des petits exemples comme ça qui peuvent être adossés à un dispositif du CLAS et qui peut, dans ce cas-là, être surfinancé par rapport à ce qui peut être fait sur ce dispositif et au niveau du CLAS. Voilà. Je vais peut-être, parce que je ne sais plus trop par rapport à mon temps d'intervention, peut-être arriver sur le troisième. Vous avez déjà été un petit peu au-delà du temps, il vous reste peu de temps, mais c'est tellement intéressant que… Voilà, donc je vais peut-être pas. Donc on a l'axe de séparation rupture familiale où là aussi on est dans un accompagnement des parents. Je vais peut-être pas aller plus loin par rapport à cette slide-là, mais en tout cas, on est très présent sur ces temps de rupture familiale pour que effectivement cette parentalité puisse s'exercer même au moment de la séparation des familles. Et peut-être que la dernière slide, simplement pour pouvoir donner un petit peu un aperçu sur, par rapport à qu'est-ce que, sur ces différents parcours, quels sont les dispositifs aujourd'hui associés et financés autour de la petite enfance. Donc, effectivement, il y a les lieux d'accueil enfants-parents. Actuellement, il y a 1733 lieux d'accueil enfants au niveau national, avec un engagement financier de 15,5 millions d'euros. On a effectivement tout un parcours naissance et un engagement dans les 1000 premiers jours et les groupes naissance qui ont lieu sur les territoires. Au niveau de l'enfance et de l'adolescence, il y a effectivement ce dispositif du CLAS avec 4320 porteurs de projets CLAS aujourd'hui, avec une mobilisation financière de 33 millions d'euros. Et puis, sur tout ce qui concerne les ruptures familiales, effectivement, les médiations familiales avec 262 services, les espaces de rencontre qui permettent à un parent de rencontrer son enfant dans un lieu neutre quand ça n'est pas possible au domicile. Et puis,
il y a effectivement toutes les actions REAP, des réseaux d'écoute, d'appui aux parents, qui peuvent, elles aussi, développer des actions parentalité avec une thématique relation école et qui peuvent être financées au titre d'une action parentalité. Voilà. Et toute cette politique de financement de la parentalité englobe aujourd'hui à peu près 200 millions d'euros au niveau de la branche famille. Voilà, désolée d'avoir… il y a tellement de choses à plus à dire, mais voilà. Mais merci Monique pour nous avoir présenté l'ensemble de ces dispositifs. C'est impressionnant, ça couvre l'ensemble de la vie d'une famille. Est-ce que vous voulez qu'on prenne des questions, des réponses à des questions qui n'auraient pas été faites? Je m'adresse là à Nawel. Non. Oui, il y avait notamment une… Pardon, je mets ma caméra. Oui, merci. Il y avait une question donc, sur le fait que le lieu souhaité pour les actions d'aide à la parentalité était quand même l'école. Et donc on a Joël Janssen, j'espère que je le prononce bien, qui explique que dans les années 90, le choix avait été plutôt de déplacer les parents vers des structures créées pour l'occasion pour éviter de les faire retourner dans un lieu où ils avaient été en échec. Est-ce que le fait de replacer les actions dans les écoles voudrait dire que l'image de l'école auprès des parents a évolué? Alors, par rapport à ça, dans la présentation de cette enquête qui a été conduite auprès des parents, on n'était pas spécifiquement sur une expression des parents par rapport au dispositif des contrats locaux d'accompagnement à la scolarité. Effectivement, aujourd'hui, on dit souvent qu'il vaudrait mieux que ces actions d'accompagnement à la scolarité se passe en dehors de l'école pour être effectivement dans un terrain plus neutre. Mais quand je regarde un petit peu ce qui peut se faire dans certains cas au niveau de l'école, à partir du moment où ça ne se fait pas forcément dans une salle de classe et que l'enfant est avec d'autres intervenants que l'enseignant et qu'on crée un cadre de confiance, même si ça peut se faire dans le cadre de l'école, même si le classe, en fonction de se réalise dans l'école, ce n'est pas forcément handicapant, voilà, par rapport à ce que l'enfant peut ressentir dans cette situation-là. Mais ma présentation de l'attente des parents, pour montrer qu'ils souhaitent des actions dans l'école, c'était principalement pour donnez-nous des actions ou proposez-nous des actions là où on a l'habitude d'aller et où on est dans des lieux de passage. Et ce n'est pas forcément toujours des actions trop longues, parce que là aussi, on a vu que les parents sont dans des attentes parfois de réponses un peu courtes et que parfois une demi-heure ou alors c'est un peu leur demande là. On voit que les parents sont pressés, mais n'empêche que cherchent des réponses. Et donc, donnez-nous des réponses là où on va et là où on nous mène dans notre vie quotidienne. D'accord. Ben, écoutez, merci beaucoup. Merci. Donc, l'ensemble des dispositifs là, que vous venez de nous présenter, ça vient donc en complément des actions menées par la NLCI et la Fédération générale des PEP que vous soutenez par ailleurs, et en particulier les actions prioritaires dédiées au combat contre l'illettrisme et l'électronisme. Donc, Christelle, la NLCI impulse et coordonne des projets contre l'illettrisme des familles. Concrètement, qu'est-ce qui est mis en place en faveur des parents pour qu'ils soient en mesure d'accompagner au mieux les enfants dans leurs apprentissages? En quelques minutes. Oui, je vais aller très vite, mais juste en introduction, reprendre en fait ce qui a été un peu dit par Monique Cassol précédemment, mais c'est vrai que dans le cadre de la Convention d'objectifs et de gestion de la CNAF, il y a notamment 2 points qui nous paraissent prioritaires sur l'action sociale des CAF, c'est faciliter la relation parentale, favoriser le développement de l'enfant et soutenir les jeunes, et puis créer des conditions
favorable à l'autonomie, à l'insertion sociale et professionnelle. Et pour nous, ces deux axes, ils nous semblent prioritaires, plus particulièrement évidemment sur le soutien à la parentalité et l'accès à l'autonomie des personnes, parce qu'on sait que les personnes en situation d'illettrisme, ou encore une fois ne maîtrisant pas la langue française, vont être en difficulté pour s'insérer dans toutes les dimensions de leur vie. Donc l'idée, c'est reprendre ces actions dont je vous parlais tout à l'heure, qui ont pour but de remobiliser, de mobiliser des personnes, des parents en difficulté. Donc ça passe par un changement de communication, comment on adapte sa communication pour aller chercher des personnes qu'on n'a pas l'habitude de voir dans des dispositifs financés, donc entre autres par la CAF, mais dont on sait qu'elles peuvent en avoir besoin. Donc, c'est proposer toutes ces actions de façon très, très concrète parce qu'on sait que derrière, parce que nous aurons adapté notre communication, nous aurons adapté nos postures, nous mettrons les parents en confiance, nous les inciterons à participer à des actions. Et puis, c'est souvent à partir de ces moments-là que les parents formulent des attentes sur leurs difficultés, notamment dans l'accompagnement à la scolarité, puisqu'on l'a vu, c'est, selon l'étude de la CNAF, une des premières priorités pour ces parents-là. Donc, concrètement, ce sont des actions, comme je vous le disais, qui doivent reposer sur l'existant la plupart du temps. Donc, il ne s'agit pas d'aller créer des choses qui n'existent pas, mais bien les adapter en s'interrogeant sur le fait qu'elles bénéficient au plus grand nombre. Et comme l'a dit Monique Cassol, ce sont des actions qui sont financées en grande partie par les CAF dans le cadre du soutien à la parentalité et de l'accompagnement à la scolarité via les dispositifs précédemment évoqués tels que les REAP, les cafés parents, les contrats locaux d'accompagnement à la scolarité. Mais c'est aussi s'appuyer sur les universités populaires des parents qui incitent les parents à réfléchir entre eux à des modalités d'accompagnement pour mieux exercer leur fonction parentale. Et puis évidemment, je n'oublierai pas le levier que sont aujourd'hui les cités éducatives où il s'agit de proposer des actions dans les quartiers prioritaires pour aller chercher des parents qui sont très souvent, encore une fois, invisibles. Alors, j'irai très vite pour laisser la parole à Agnès Batiani, mais je terminerai en disant qu'il ne faut pas du tout négliger tout ce qui relève des actions culturelles. Et là-dessus, j'invite tous les acteurs qui souhaitent proposer des actions en lien avec l'action culturelle de s'appuyer sur l'appel à projet qui va sortir prochainement, qui est lancé par le ministère de la Culture et qui s'appelle Action culturelle et maîtrise de la langue française. Ce sont des actions qui sont aussi proposées dans le cadre du jeu, où on sait que le jeu est un formidable outil fédérateur pour mobiliser des familles avec leurs enfants, souvent d'ailleurs quand elles n'ont pas l'habitude de le faire à la maison. C'est utilisé aussi, par exemple, dans le cadre d'un programme de réussite éducative, réfléchir ensemble, au fait de créer un séjour vacances avec des parents, puisque ça, certains, il faut savoir, se l'interdisent aussi, puisqu'ils ne se sentent pas à l'aise pour organiser des séjours de vacances. Donc vous le voyez, la diversité des actions montre qu'il est possible à tous les parents de trouver quelque chose qui puisse correspondre à leurs besoins. Et je terminerai juste par le numérique inclusif, puisque bien évidemment Agnès Batiani va en parler, mais nous savons qu'aujourd'hui 13 millions de personnes sont en difficulté avec l'utilisation des outils numériques et nous savons que c'est un formidable levier d'apprentissage, de réapprentissage, en tout cas de mobilisation pour travailler avec les parents. Merci Christelle. Alors justement, Agnès Batiani, vous êtes directrice générale de la Fédération générale des PEP. C'est un réseau de 123 associations de proximité qui agissent pour une société solidaire et inclusive. Alors, en tant que mouvement de transformation sociale, vous avez promu justement ces dernières années la notion de société inclusive, garante de l'accès pour tous au droit à l'éducation, aux soins
à la culture, à la vie sociale et à l'emploi. Alors, parmi toutes les actions que vous menez, vous travaillez sur le numérique inclusif et vous agissez contre l'électronisme. S'il vous plaît, à partir de quel constat avez-vous élaboré vos actions de terrain et pouvez-vous nous les décrire? Ah, vous avez un petit problème de micro? Le micro est coupé. Voilà. Est-ce que vous pouvez remettre votre micro? Voilà, excusez-moi. Ah, ça y est, excusez-moi, votre micro était coupé. Et c'est merci. moi qui intervient sur l'électronisme. Alors, excusez-moi, on a raté le début parce que, effectivement... Non, je plaisantais sur le micro, parce que je n'étais pas aperçue. Et donc je disais, et en plus, c'est moi qui interviens sur l'électronisme. Mais voilà, comme ça, c'est du À peu près réel. l'ensemble de mon réseau, je vois quelques têtes qui, d'ailleurs, rient bien déjà au travers des personnes qui participent. Mais bon, on en est tous à ce niveau-là, bien évidemment. Donc, merci, Carole. Je disais simplement merci, Carole, pour cette introduction hein, qui positionne effectivement notre fédération et je pense qu'il donne aussi un sens à l'intervention que je vais faire pour un peu lancer les échanges avec les collègues qui sont de l'autre côté de l'écran. La Fédération Générale des PEP, donc, qui est membre du collectif Mentorat, a décidé de développer les actions de mentorat. Pourquoi? Parce que pour nous, c'est une pratique essentielle qui va pouvoir être complémentaire des actions que nous menons. Pourquoi? Parce qu'on a identifié des besoins. Alors les besoins tels qu'on les a identifiés au travers des questions, notamment autour des questions de la parentalité, c'est principalement venu à partir de nos réflexions sur les questions d'éducation au sens très général du terme. Tout domaine confondu, tout type de public confondu. Il n'y a pas un public particulier. Bien sûr, ceux qui en ont le plus besoin, ceux qui souffrent contre des inégalités, ceux qui sont en situation d'exclusion, c'est la priorité, bien évidemment, puisqu'on s'insère dans ce type de politique publique. Mais c'est aussi le handicap, parce que ça, c'est un autre type d'inégalité, c'est un autre type d'exclusion, mais aussi pour des enfants qui sont séparés de leurs parents, hein, par rapport à l'aide sociale à l'enfance, par exemple, tous ces types de publics. Et donc, notre fédération qui est centenaire, donc c'est une vieille dame, là pour le coup, au fur et à mesure de son expérience, a identifié des problématiques et s'est engagée sur tous les domaines en fait, de l'action familiale et de l'action sociale et de l'action éducative. Donc on est un peu, ce que disait tout à l'heure Nicolas Viennot dans l'introduction, on est parmi ces associations généralistes qui viennent un peu participer au collectif Mentorat, parce qu'elles font du mentorat, mais surtout elles portent, y compris de manière professionnelle, des actions dans toutes les politiques publiques décrites par Monique ou par Christelle, qui est, les deux sont des partenaires extrêmement essentiels. Hein, pour la CNAF, la Fédération a une convention pluriannuelle d'objectifs avec la CNAF sur ces axes de travail décrits tout à l'heure, que ce soit la parentalité, que ce soit l'accès aux droits des parents, que ce soit l'accompagnement des enfants, y compris les vacances, sont aussi un secteur qui est pour nous important. Et puis avec l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, pour exemple, effectivement, on a développé des actions. Parce que nos rencontres ont été faites à partir d'une analyse de terrain, c'est-à-dire on s'est aperçu que travailler sur les questions d'éducation, c'est d'abord travailler non seulement avec l'enfant, pour qu'il s'émancipe, mais pour réussir cela, il faut impérativement le prendre dans toute sa globalité. Il n'y a pas d'intervention éducative qui soit centrée sur une personne et soit simplement dans une relation interpersonnelle. L'éducation, elle se fait tout au long de la vie, elle se fait à partir d'un système d'acteurs qui interagissent avec l'enfant. Les enfants en très grande difficulté, souvent, sont des enfants qui, justement, n'arrivent plus à interagir ou ne savent pas comment interagir avec l'ensemble du système qui est là pour le porter, pour l'aider. Et je trouve que les actions que nous avons à mener, et je reviendrai sur les questions d'électronisme, eh bien c'est ça, c'est un constat, c'est à un moment donné, il va falloir trouver les modalités pour que l'enfant, dans son environnement, avec son environnement, puis que lui-même puisse intégrer toutes ces connaissances, tous ces savoirs, pour lui-même, tout seul, pouvoir gérer sa relation à cet environnement. Apprendre à apprendre, c'est aussi ça, on le dit souvent au niveau de notre fédération. Et parmi cet environnement, bien sûr, il y a l'école, bien sûr, il y a les familles, et bien sûr, il y a les copains. Bien sûr, il y a plein d'autres acteurs qu'il faut prendre en considération. Il y a les animateurs du centre social, il y a
il n'y a pas d'être social sans qu'il soit inscrit dans un environnement qu'il faut, encore une fois, je le redis, prendre en compte. Et donc, à force d'avoir fait sur les questions d'éducation, travailler sur la parentalité avec des groupes de parents, il nous est apparu un besoin assez important d'un certain nombre d'entre eux, notamment ceux que nous accompagnons dans des actions d'illettrisme, parce que la Fédération Générale des PEP porte plusieurs dispositifs d'illettrisme, y compris des centres de ressources illettrisme au niveau de différents départements. Et à partir de ce constat-là, plus ce constat du côté de l'école de l'importance de la question scolaire, et de la nécessité d'apporter, je dirais, aux enfants cette capacité à s'inscrire dans une démarche de réussite, tout simplement, parce que certains n'y croient plus. On s'est dit, il faut qu'on traite les problèmes les uns après les autres aussi, et tous ensemble. Alors c'est un peu compliqué ce que je viens de dire, mais en même temps c'est très concret. Pour exemple, sur les questions de parentalité, on s'est aperçu qu'un certain nombre des parents que nous accompagnons, parce qu'on accompagne aussi bien le jeune que ses parents, il nous fallait impérativement leur proposer une aide, un accompagnement pour les questions de numérique. D'autant plus qu'à l'école, plus ça va, plus les supports numériques pour suivre la scolarité, si vous ne savez pas vous connecter au support et savoir interagir, vous interagissez moins avec les enseignants. Alors déjà, c'était compliqué avant, parce qu'il y a vous l'avez évoqué très justement tout à l'heure dans les propos, il y a la question de la relation à l'école. Souvent, et ça c'est statistique malheureusement, mais les enfants en situation de difficulté scolaire en particulier sont socialement issus de familles qui elles-mêmes ont eu des difficultés scolaires, donc il y a une reproduction qui se fait jour, et même des situations de souffrance, c'est Christelle qui le disait tout à l'heure, des situations de souffrance scolaire que les parents rejouent au moment de la scolarité de leur enfant. Donc c'est un sujet extrêmement sensible. Vous ajoutez à ça que ces personnes qui pouvaient être en situation de souffrance scolaire, parfois sont soit en situation d'illettrisme, et après on rejoue l'action avec le numérique. Donc nous avons mis en place, à partir de nos actions de lutte contre l'illettrisme, en partenariat avec l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, des actions sur l'électronisme. C'est des exercices qu'il faut faire d'articulation pour que ça puisse passer. Je m'excuse. Donc, sur ces bases-là, on a identifié effectivement des actions. Alors, comment les mène-t-on ? Comme je dirais, toute action sur les questions de parentalité, pardon, excusez-moi, sur toutes les questions de parentalité, je pense que la première chose à se dire, c'est que le parent, quelle que soit sa difficulté, n'a pas que des difficultés. Il a surtout des compétences, des capacités qu'il faut absolument mettre en exergue. Il faut lui redonner sa place dans le rôle d'éducation qu'il a, qui est le premier éducateur de son enfant, lui donner confiance en lui, dans sa capacité à faire, même s'il a une petite difficulté sur le numérique, même s'il a une difficulté sur la lecture, c'est des compétences qu'on peut acquérir. Donc, on l'accompagne sur ces questions d'acquisition, que ce soit l'illettrisme ou l'électronisme. Donc, on a déposé un dossier dans le cadre d'un appel à projet aussi à Saut Tremplin, qui était fait par la NCT, sur les PEP acteurs du numérique, où on a mobilisé nos compétences de notre réseau, donc d'une quarantaine d'associations de notre réseau, pour qu'elles puissent effectivement développer des actions ciblées sur la lutte contre l'électronisme, à partir des actions d'illettrisme, souvent, mais pas que, des fois, aussi en dehors. Ça dépend des publics, ça dépend qui on a en face, ça dépend des besoins de chaque personne. Et je pense que ça aussi, il faut vraiment qu'on ait en tête, lorsqu'on travaille sur les questions de parentalité, par-delà les dispositifs, on s'inscrit dans des dispositifs. Mais ensuite, il y a une individualisation des projets d'accompagnement qui sont nécessaires à mettre en place. Et le mentorat, dans ce cadre-là, est une ressource essentielle, complémentaire des dispositifs présentés, portés souvent par des professionnels. Mais il y a des choses à faire avec vraiment un renforcement avec du relationnel, avec un renforcement du respect qu'on doit aux parents, du respect qui est dû à toute personne. Et ce n'est pas parce qu'on est en difficulté que la question du respect doit être oubliée. Et quand on bâtit une relation sur la question du respect, sur le partage, sur un regard bienveillant, à partir de là, on arrive à travailler, quel que soit le support. L'illettrisme, l'électronisme, ça fonctionne. Donc aujourd'hui, on a 300 personnes malgré les questions difficiles, notamment pour les personnes les plus... Alors on a ciblé sur les parents les plus éloignés de l'école, dans les quartiers prioritaires politiques de la ville ou en zone rurale.
Donc ça, c'est aussi assez éloigné. Donc des publics vraiment spécifiques. Beaucoup de femmes, 75% de femmes sont là, moins d'hommes, et pourtant on a réussi à en avoir quelques-uns, voilà, mais ce n'est pas toujours évident. La question de la parentalité, c'est souvent la femme qui culturellement, dans certains milieux, continue à être au moins le porte-parole. Ça ne veut pas dire que le père n'est pas là, ça veut qu'il est démissionnaire, ça je ne le dirai jamais. Ils ont des rôles. Donc dans la cellule familiale, dans la cellule parentale, il y a des rôles qui se jouent. Et donc, on intervient avec un, avec deux si on peut. C'est assez magnifique quand on arrive à faire ça. Et donc, sur l'électronisme, on a travaillé sur ça pour acquérir les compétences de base de d'utilisation du numérique pour ces familles. Et très rapidement, alors que souvent, elles ont été identifiées dans nos dispositifs sur la base soit du volontariat parce qu'elles avaient identifié une difficulté, soit parce que l'école nous a dit ces parents ont des difficultés avec le numérique, soit un centre social, soit une mairie, soit nos propres réseaux de connaissances au travers des enfants que nous accompagnons. On s'est aperçu que les parents avaient besoin d'une aide. Donc on leur a proposé cela. On a réussi à monter en quelques années un dispositif qui aujourd'hui est en phase d'essaimage dans l'ensemble de notre réseau pour pouvoir effectivement accompagner de manière complémentaire, de manière ciblée, de manière temporaire. Là aussi, il faut dire que l'accompagnement, ce n'est pas à vie. Hein. Donc, il faut s'en sortir le plus vite possible, si vous voulez, ma position. C'est-à-dire que la question, c'est que la personne soit capable seule de gérer, qu'elle n'ait pas besoin du mentor, qu'elle n'ait pas besoin du professionnel, qu'elle n'ait pas besoin de recourir à ces dispositifs qui sont des tremplins, effectivement. On dit assaut tremplin, moi je dis un tremplin pour l'avenir qui leur est proposé. Donc l'électronisme, c'est un exemple. Je pense que c'est important de partager avec les mentors qui sont peut-être connectés ou les associations qui font du mentorat que il faut concevoir l'inscription du mentorat dans une démarche complémentaire avec les structures qui existent déjà. Christophe Paris l'a dit aussi tout à l'heure en introduction de notre après-midi. Je pense que c'est important qu'un mentor seul ne peut pas toujours agir. Il va apporter beaucoup, mais il faut qu'il sache qu'il y a un environnement qui va peser sur l'enfant. Et si on vise ensemble la réussite de l'enfant, on ne peut pas faire comme si le reste n'existait pas. Ça pourrait être même contre-productif, voire dangereux. Je parlerai de la relation aux parents avec l'école. Et sur le numérique, c'est exactement la même chose qu'on a pu identifier dans le dispositif mis en place en partenariat avec l'agence. Si on commence à se dire que aux parents, vous avez besoin de nous tout le temps, ils finissent par ne pas savoir qu'ils peuvent utiliser eux-mêmes leur propre dynamique. Donc il est très urgent d'intégrer dès le démarrage de la relation qu'on donne du temps, on donne des compétences, on donne du savoir, mais en même temps, le relais, on le passe. Et c'est pour ça que dans notre approche du mentorat au niveau des PEP, pour nous, l'idéal, c'est que les mentors d'aujourd'hui ou les accompagnateurs d'aujourd'hui, les accompagnateurs, on n'en a plus besoin, que les mentors d'aujourd'hui passent le relais aux mentors de demain qui sont les mentorés. Notre idéal, c'est une relation partagée. Je pense que là, on a quelque chose à construire, à bâtir, que ce soit sur toutes les dimensions. Et encore une fois, on prend un support, un problème particulier, mais on a tout à faire pour réconcilier les personnes avec leur capacité à prendre leur place dans la société. Donc, quand on PEP, on dit on veut une société inclusive, c'est tout simplement ça. Simplement que nous, on se mobilise en tant que professionnels, en tant qu'association, en tant que mentor, au niveau le plus individuel, pour transformer cette société, pour qu'elle permette à ceux qui aujourd'hui n'accrochent pas, ne peuvent pas accrocher, parce que leur parcours a été un parcours de rupture, de difficulté, de prendre toute leur place. Et toute leur place, c'est la prise de parole publique. C'est eux-mêmes être acteurs pour eux-mêmes, mais acteurs pour les autres. Et là, je crois que c'est ça un petit peu la visée qualité qu'on doit se donner au mentorat aussi et à nos actions de manière générale, mais au mentorat aussi pour qu'on puisse avancer ensemble. Voilà, donc toutes les actions sont intéressantes. Celle d'électronique est particulièrement intéressante parce que c'est un vrai sujet de société aujourd'hui. Et moi, j'appelle les mentors à être vigilants sur tous les besoins de l'enfant, qui passent par les besoins de leur famille et puis parfois les besoins exprimés, ou en tout cas les attentes exprimées, ne sont pas toujours les besoins. Donc il faut parler avec les professionnels autour, il faut parler avec l'environnement, il faut parler avec les parents pour pouvoir
avancer. Voilà. Je vous entends pas. Merci beaucoup. C'est Merci vous qui n'avez beaucoup. pas ouvert le micro. Voilà. Merci beaucoup Agnès. C'était une approche globale et très complète et qui nous mobilise tous. Voilà, tous pour une cause commune, l'autonomie des parents, la réussite des enfants. Merci à vous trois pour vos contributions vraiment riches d'enseignements. Je crois qu'on s'est tous saisis de cet enjeu, de l'importance des actions à mener pour soutenir les parents, les rendre acteurs de la réussite de leurs enfants. Je me tourne vers Nawel pour des questions, un temps de questions dédié aux participants, sachant qu'il nous reste 10 minutes. Donc, il faut être concis. Eh bien, du coup, pour l'instant, je n'ai pas encore de questions dans le chat. Moi, j'ai vu des questions passer concernant des bénévoles accompagnants qui apparemment avaient des questions pratiques. Oui, en fait, c'était sur comment le mentor pouvait aider la famille du mentoré. Après, pour être tout à fait honnête, je pense que c'est le rôle du professionnel de l'association qui accompagne d'accompagner la famille. Moi, je pense que non, mais là, je pense qu'on peut vraiment avoir la réponse des intervenantes qui ont Après, vraiment oui, abordé ce effectivement. sujet. Donc, Du coup, voilà, c'est une question concrète. Alors, moi, j'ai une question à laquelle je suis souvent confrontée à l'entraide scolaire amicale, c'est comment on fait pour aider les familles quand on voit qu'effectivement, elles constituent un levier très important pour améliorer le parcours scolaire de l'enfant, mais quels mots utiliser, éviter les injonctions, vous avez dit, voilà, comment le mentoré lui-même, seul à seul avec la famille, si je puis dire, peut agir. Alors, je ne sais pas qui veut répondre. C'est open. Je ne sais pas s'il y a une réponse. Non, autant de familles que de situations. Moi, je dirais qu'il faut entamer le dialogue respectueux. Il faut être à l'écoute des problématiques, y compris lorsqu'on n'est pas d'accord. Ne pas être d'accord ne veut pas dire qu'il y en a un qui doit dominer l'autre. C'est juste on échange, on partage. Et ça, c'est quelque chose dans la posture et qui me semble tout à fait central dans le positionnement que ce soit des mentors ou des accompagnateurs. Les professionnels ont les mêmes problématiques, même si eux, ils apportent autre chose autrement. C'est des rôles différents, c'est savoir préciser son propre rôle aussi. Et dire aux parents, c'est vous qui êtes le principal éducateur. Moi, je ne fais que passer. Je ne sais pas. Ne pas savoir, c'est une très grande force pour faire avancer les choses. Christelle, vous avez sûrement un avis ? Non, je compléterai juste ce que vient de dire Agnès par les propos du sociologue Claude Martin qui dit qu'il faut prendre au sérieux les parents. Je pense que c'est en s'approchant de cette façon, et comme le disait Agnès, avec cette idée de respect, et encore une fois de prendre un mentoré dans sa globalité et de le prendre donc avec la famille et puis tout ce qu'il y a à côté. Monique ? Moi, il me semble, moi je partage tout à fait ce qu'il vient de dire, d'être dit là. Moi, il me semble, c'est que dans toute intervention ou de relation et d'accompagnement d'une famille, il y a à un moment donné aussi une relation de confiance à installer. Et je pense que cette relation de confiance, elle passe sur le respect de qui est l'autre, sur baser son intervention sur tout à l'heure, effectivement, le parent, il a des compétences et de ne pas être dans faire ce que moi je pense qui est bien de faire. Et c'est effectivement de pouvoir, dans cette relation de confiance qui est construite, pouvoir accompagner les parents dans ses choix et de respecter ses choix. Et si je peux... Oui, Agnès, je vous en prie. Jamais être donneur de leçons, c'est la règle de base. Voilà, c'est pour ça que je dis, ne pas savoir, c'est mieux que de croire savoir. Et donc, il y a un gros travail chez les mentors, je trouve, ou chez les accompagnateurs, mais chez les mentors en particulier, parce que là, ils donnent du temps d'eux-mêmes, etc. Donc, un temps personnel de réflexion sur leur posture, sur leur manière d'être. Et ça, je crois que nous, structures qui accompagnons, qui mobilisons des mentors, qui accompagnons des mentors selon les situations, on a un très gros travail à faire. On parlait de qualité, et la qualité va passer par cette capacité à accompagner nos mentors
les aider à se positionner. C'est des questions de posture et c'est très difficile les questions de posture. Il faut des groupes de parole, il faut des temps d'échange, il faut des apports aussi éclairants pour que les gens conduisent leur propre réflexion. Et donc, derrière le mot formation, moi, je mets ça. Oui, en fait. Et donc, sur l'électroniste, c'est ce qu'on fait avec les parents. D'ailleurs, on n'est pas du tout sur, voilà, bah, c'est simple, hein, vous n'avez qu'à faire ça, ça, ça et ça. Vous voyez la formation numérique que je peux avoir parfois, pour ma part. Voilà, là, on n'est pas sur ça. On explore l'outil, on voit à quoi il sert. On va regarder si on peut l'utiliser. Et puis surtout, l'aider à transmettre à quelqu'un d'autre, c'est finaliser l'apprentissage. Donc, je crois que c'est ça qu'il faut qu'on essaye de passer dans les formations sur le mentorat pour les mentors, quel que soit le sujet sur lequel ils accompagnent le jeune. Que ce soit de l'insertion professionnelle, de l'orientation, de l'aide aux devoirs, on a de tout. Le domaine est très large. Voilà, donc il est passé par ailleurs avec les parents. C'est pas plus compliqué. Donc on peut parler de co-construction avec les familles, mentorer famille ou au-delà des mentorés, toutes les actions telles qu'elles sont déployées par la CNAF aussi. Et je pense que ce foisonnement d'idées, d'initiatives et d'actions, c'est très réconfortant. Je le ressens comme ça, c'est très encourageant. Et je crois que rendre autonome et faire en sorte qu'un jour, nous ne soyons plus utiles, c'est peut-être la conclusion paradoxale de cet atelier. Nawel, est-ce qu'il y a des choses que tu souhaitais dire? Des questions Il y a une question sur est-ce que les intervenantes auraient des ressources pour les mentors qui souhaiteraient se former dans la relation aux parents et l'éventuel soutien à la parentalité de la part du mentor. Alors, ce qu'on peut peut-être faire, parce qu'on risque de manquer de temps, c'est peut-être que, comme tous les comptes rendus, je profite de cette occasion pour vous dire que tous les comptes rendus vous seront envoyés par mail à tous les participants. Ce que je propose à cette occasion, c'est qu'on ajoute effectivement, si vous voulez bien, mesdames, des sites, des documents que vous pourriez juger utiles et qui seraient donnés à tous les participants. Vous êtes d'accord? Ben merci, c'est un bon point. Merci encore, merci à tous les participants. Merci à vous, Monique, Christelle et Agnès. J'ai été ravie de ce moment partagé avec vous, même si c'était à distance. C'était très riche je crois, pour chacun d'entre nous. Je vous rappelle que la plénière reprend à 18h. Nous vous invitons tous à vous rendre de nouveau sur le bouton Accès au direct.